Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Épisode un petit peu spécial puisque vous allez retrouver l'interview de Madame Astrid Le Fur, spécialiste du burn-out que j'ai eu le plaisir d'interviewer. On y a parlé de son histoire de vie, mais elle nous partage aussi tous ses conseils pour surmonter cette épreuve et mieux gérer le stress au quotidien. Je vous laisse en sa compagnie tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue donc sur cette interview. Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir de recevoir Astrid Le Fur. Donc, si vous ne la connaissez pas, c'est un peu une figure du burn-out en France, puisqu'elle est l'auteur d'un livre qui siège d'ailleurs sur sa petite étagère derrière. Elle fait des conférences, elle intervient en entreprise, donc pour tous les sujets qui sont liés au burn-out et à la santé mentale dans les entreprises. Et aujourd'hui, moi, j'ai voulu l'interviewer pour connaître un petit peu plus son parcours, l'avant burn-out, le pendant, l'après, et surtout avoir des solutions concrètes à partager avec vous si vous vous trouvez dans cette situation. Et voilà, pour un petit peu aller mieux. Et voilà. Donc, bonjour Astrid. Bonjour Marlène, merci beaucoup de m'inviter et merci pour ta présentation très élogieuse. Est-ce que d'abord, si les gens ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, donc en quelques mots, donc je suis Astrid Le Fur, je suis coach professionnel et je me suis spécialisée dans la prévention et l'accompagnement du burn-out. Donc, à la fois, j'interviens auprès des entreprises en amont, vraiment pour parler du sujet, pour permettre aussi aux entreprises de mieux comprendre le système qui génère des épuisements, et puis auprès des personnes qui s'épuisent elles-mêmes. Alors, bien sûr, pour comprendre ce qu'elles vivent, mais surtout pour se recréer une vie qui leur correspond mieux. Parce que voilà, l'approche que j'ai du burn-out, c'est vraiment une approche qui est positive et de se dire, en fait, prenons-le comme une opportunité pour changer ce qui convient pas dans nos fonctionnements et dans notre vie. Et même si c'est douloureux, profitons-en pour avancer. Très bien. Donc, est-ce que tu peux, avant de rentrer dans la problématique du burn-out donc professionnel, je suppose, puisque j'ai lu un petit peu ta biographie, toi c'est un burn-out professionnel dont tu as été victime. Donc, avant de rentrer un peu dans cette problématique à proprement parler, est-ce que toi tu pourrais nous parler un peu de ton parcours personnel, professionnel? Dans le début de ton parcours en fait, avant tout ça, les débuts de ta vie quand tout allait bien, si on peut le dire comme ça entre guillemets. Quel genre de personne tu étais en fait? Je suis ingénieure de formation, donc j'ai commencé ma vie professionnelle donc tournée plutôt sur l'organisation de projets. J'étais dans l'industrie agroalimentaire à ce moment-là. Et j'aimais beaucoup ce que je faisais, ça correspondait effectivement à l'image que j'avais du travail et à l'image que je voulais donner. Donc j'étais une jeune femme à ce moment-là, dynamique, ambitieuse, qui menait ses projets bon train. Et toute la dimension qui pouvait être de l'ordre du psychologique, de l'humain, c'était pas encore d'actualité pour moi. J'avais pas ouvert toute cette porte-là. Et quelque part, c'est le burn-out qui m'y a invité et qui m'a permis d'apprendre beaucoup d'autres choses que ce que je faisais à l'époque. Ok. Et du coup, toi, cette première période de vie, en fait, pendant tes études, les débuts de ton travail, t'as pas forcément ressenti un stress particulier. Enfin, c'était plus dans le côté adrénaline positive ou tu commençais déjà un petit peu il y avait déjà des côtés qui te dérangeaient un petit peu dans ton métier ou dans tes études? Alors, j'étais dans ce côté adrénaline positive, mais il faut bien savoir qu'il n'y a pas de bon stress et de mauvais stress. En fait, c'est le même. Et pour moi, oui, j'aimais l'adrénaline et oui, j'aimais me mettre des objectifs élevés et foncer pour les réaliser. Donc, quand je me suis retrouvée en épuisement professionnel, à aucun moment avant, je m'étais dit que ces comportements ou ce qui se passait dans mon environnement professionnel pouvait générer un épuisement. Ça a vraiment été une surprise et une incompréhension pour moi. D'ailleurs, j'ai eu des symptômes des mois avant de me retrouver en arrêt de travail et je ne faisais pas le lien. Il m'a fallu vraiment longtemps pour prendre conscience que les comportements que j'avais et le système dans lequel j'étais me menaient à l'épuisement.
Parce que justement, du coup, j'allais te demander comment est-ce que chez toi le burn-out il s'est installé, quels ont été les signes, les symptômes un petit peu précurseurs, voilà, avant que tu sois passé, on va dire, en burn-out officiel, euh, déclaré par le médecin, en arrêt, stop, arrêtez tout, madame. Est-ce que tu te disais quand même déjà un peu dans ta tête, il y a quelque chose. Enfin, je fais le parallèle avec moi, hein, parce que je sais que moi, pendant plusieurs années, plusieurs mois, je peux même dire années, tu vois, j'ai commencé un petit peu à dire, là, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose que je sens pas, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faudrait que je change. Et comme ça s'est vraiment étiré sur de très longs mois, du coup, je me demandais si toi, voilà, t'avais eu un petit peu ce même genre de pensée à te dire, ouais, là, peut-être que c'est un petit peu limite, peut-être qu'il faudrait que je change quelque chose. Non, pas du tout. Ça m'est vraiment tombé dessus sans que je comprenne. Alors, dans ce que je te disais, il y a quand même eu des mois avant des symptômes physiologiques qui étaient caractéristiques du burn-out, sauf que je ne le savais pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je fais de la prévention d'entreprise ou que j'ai écrit ce livre-là pour bien expliquer tout ce déroulement qui se passe bien avant l'arrêt de travail, puisque si jamais on est au courant, en fait, on peut être alerté plus tôt. Et moi, en l'occurrence, j'avais eu beau faire des études scientifiques, je n'avais jamais été formée ou informée sur ce sujet-là. Oui, j'étais dans des schémas comportementaux qui menaient au burn-out. Je le sais aujourd'hui, je l'explique dans mon livre pour le dire, ou je l'explique quand je vais en entreprise, mais à l'époque, je ne le savais pas du tout. Et suite à ça, donc ce qu'il faut repérer, c'est un, le système, et deux, les symptômes. Si on parle d'abord du système dans lequel j'étais, il y a 6 grandes causes qui génèrent des burn-out dans l'environnement de travail. Donc, on parle bien effectivement de la partie professionnelle. Et la première dont on entend le plus parler et qui me concernait effectivement, c'était la surcharge de travail. Le fait d'avoir plus à faire que ma capacité. Ceci aggravé par un profil. On a aussi un profil individuel que moi j'avais qui se retrouve beaucoup de perfectionnistes, donc de l'envie de bien faire. Pour moi, c'était super important de faire les choses aussi bien que je le voulais, quitte à y passer du temps. C'était pas une question pour moi, c'était comme ça devait être. Ce qu'on retrouve aussi dans ces 6 causes, souvent ce qui va avec le fait de faire beaucoup, il y a une recherche de reconnaissance. Donc, sur le profil de la personne, c'est le fait d'être en quête de reconnaissance. Et de l'autre côté, dans le système, il y a le fait de ne pas reconnaître suffisamment tout ce que les personnes ont fait. Et donc, d'arriver à créer quelque part une dette avec le collaborateur qui se donne beaucoup et qui a l'impression de ne pas recevoir à la hauteur de ce que lui donne. Donc, je vais pas balayer les 6 dans cette interview, mais globalement, je me retrouvais dans ces premières-là. Et en termes de symptômes, qui eux sont arrivés un peu plus tard, vraiment au moment où ça a commencé à se dégrader. Donc j'en ai eu beaucoup. Je sais pas si je vais penser à tout. Peut-être ça a commencé par des migraines. Quand je rentrais chez moi le soir, j'avais vraiment mal à la tête. Il fallait que je me couche, que j'éteigne tout. Des sautes d'humeur aussi. J'étais soit plus irritable, soit plus émotive. Je me mettais à pleurer plus facilement pour des choses pas très importantes, ou à m'énerver plus facilement. Ma peau, c'est vraiment un indicateur aujourd'hui que je continue à suivre. Donc, quand je commence à avoir de l'eczéma ou du psoriasis, je sais que ce sont des indicateurs. Donc, moi, je monte mes mains parce que moi, c'est les mains et les pieds, mais il y a des gens, c'est derrière l'oreille, ils commencent à se gratter ou ils se rongent les ongles. Et bon, ça, la peau, c'est un des premiers indicateurs souvent. Le problème, c'est qu'en fait, c'est pas très grave. Il suffit de mettre un peu de crème ou de cacher ses pieds dans des chaussettes ou de mettre ses cheveux sur ses oreilles et puis ça passe inaperçu. Mais si on se connaît, ça fait partie des indicateurs qu'on peut suivre. Donc ça, c'est les premiers. Ensuite est arrivé des indicateurs plus graves comme de la tachycardie. Donc globalement, quand les organes vitaux commencent à être touchés, donc le cœur, le cerveau, c'est qu'on est déjà très proche du moment où ça va rompre, en fait. C'est que notre corps, il est déjà épuisé. Donc, il y a eu ces moments où mon cœur se mettait à battre sans raison, parfois au milieu de la nuit, mais sans que je fasse de cauchemar. Et puis, il y a eu aussi un moment où j'arrivais plus à lire. Donc, comme par hasard, notamment ce qui était sur écran, donc je ne pouvais plus travailler puisque j'étais ingénieure, je travaillais derrière un ordinateur. Et je passais des heures à essayer de lire, à me rapprocher de l'écran.
et j'avais pas de problème de vue. C'était un problème qui était lié au stress et à la fatigue, en fait. Donc ça, c'est les symptômes vraiment. Là, on n'est pas loin on est à quelques mois, quelques semaines avant le moment où j'étais plus en capacité d'aller travailler. Oui, oui. Ok, d'accord. Et donc tu as parlé des 6 causes qui mènent au burn-out. Je pense que tu as déjà un petit peu survolé la question suivante. Donc, c'était selon toi, qu'est-ce qui a causé ton burn-out? Donc, tu nous disais, c'est ce perfectionnisme et ce besoin de reconnaissance ou Oui, je pense qu'en fait, il y a toujours des causes qui sont liées à l'environnement et des causes qui sont liées à la personne. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Parfois, d'ailleurs, quand on est épuisé, on est en colère et on remet tout sur l'employeur, son manager, ses collègues. Or, on a une part qui nous appartient et ça, c'est vraiment important parce que c'est ce sur quoi on peut travailler pour avancer. Et parfois, inversement, notamment quand on est suivi en psychothérapie, on se concentre que sur soi et on oublie qu'il y a aussi des éléments de l'environnement et que si cet environnement de travail ne change pas, ben, du coup, on peut pas aller mieux. Donc, oui, sur la part environnement de travail, d'ailleurs, je vais reprendre comme ça, si tu veux, je vais te partager les 6 causes pour les partager aux personnes qui nous écoutent. Avec plaisir. Hop. Voilà, page 63. Et donc ça, c'est important à repérer parce que ça permet aussi de se déculpabiliser. Parfois, on se dit, bah, c'est de ma faute, c'est parce que je suis trop investie. On entend ça beaucoup, énormément. Hein. C'est une personne trop investie. Sauf que d'abord, quand on s'investit pas au travail, bah, on a une vie qui est morne, quoi, qui est pas très intéressante. Donc, ça fait du bien de se rappeler qu'il y a des éléments qui sont liés à l'environnement de travail et qu'il n'y a pas que des éléments de notre caractère qui génèrent l'épuisement. Donc, je les ai là. Donc, le premier, je vous en ai parlé, c'est la surcharge de travail. J'étais clairement dans ces conditions-là, à la fois de par mon environnement qui me demandait beaucoup et de par mon caractère parce que faire les choses bien, c'était important pour moi. Donc, avec ce profil de perfectionniste. Le deuxième, c'est le manque d'autonomie. Donc, ça, c'est quand on se retrouve avec des injonctions trop précises. Où on a des objectifs à atteindre, mais on nous dit très précisément ce qu'il faut faire. Donc, par exemple, tu dois faire une présentation, mais n'y passe pas trop de temps, mais refais tel ou tel slide. Bon, bah, est-ce que je dois y passer du temps ou pas y passer du temps? On se retrouve dans des injonctions paradoxales. Ça, les injonctions paradoxales, on le retrouve très souvent. Le manque de soutien. Ça, c'est important aussi parce que si on a des choses importantes à faire dans des timings urgents, si on peut demander de l'aide autour de soi, ben, il n'y a pas de problème, en fait. Ce manque de soutien, soit il vient du système, des personnes autour de nous qui ne répondent pas à nos appels, soit là encore, il peut venir de notre caractère. Est-ce qu'on a osé demander de l'aide? Est-ce qu'on a osé dire, ben, en fait, cet objectif, il est inatteignable ou je pensais que j'allais y arriver, mais je m'en sors pas, j'ai besoin d'aide. Donc, c'est là qu'on retrouve de la part de caractère aussi dans cette dimension-là. Le manque de reconnaissance, j'en ai parlé. Donc là encore, soit ça vient de l'environnement qui ne le fait pas. Parfois, il y a même cette croyance en France qu'on n'est pas là pour se caresser le dos. C'est plus américain de se féliciter, de se faire des feedbacks positifs. C'est moins. Alors ça change, mais c'est moins ancré en France. Donc ça appartient au système. Et puis il y a la part de nous qui fait que parfois on a beau nous féliciter, on n'entend que ce qui va pas. C'est vrai. Donc ça, c'est ce qui nous appartient et ce qu'on a besoin de travailler. Et aussi besoin de travailler ce en quoi c'est important pour moi que les autres me disent que ce que je fais, c'est bien. Parce que je devrais pouvoir être satisfaite par moi-même de ce que je fais. Tout à fait. Les 2 derniers sont très importants aussi. La perte de confiance et la perte de sens. La perte de confiance, c'est quand j'ai plus confiance dans mes collègues, mon manager ou mon employeur. Donc ça, c'était pas mon cas à ce moment-là. Mais des personnes qui commencent à se dire mon employeur ne s'occupe pas de ses salariés, n'est pas quelqu'un de bien, ou quelqu'un essaye de me glisser une peau de banane, ben ça génère un stress qui est vraiment important et même sans surcharge, on peut se retrouver complètement en état d'épuisement émotionnel. Et de la même façon, la perte de sens ou les valeurs conflictuelles, ben, c'est quelque chose qui génère un stress important. Et donc, dans mon histoire, en fait, j'ai vécu une rechute de burn-out 2 ans plus tard.
Et ce sont ces deux éléments-là, les deux derniers. J'avais travaillé sur les premiers, mais à ce moment-là, je ne connaissais pas les autres. Hein, je n'étais pas informée que ça pouvait être sans surcharge ou sans relation, on va dire, toxique au travail, puisque j'avais changé sur moi. Mais je savais pas que les valeurs conflictuelles ou la perte de confiance, ça pouvait là aussi nous mettre dans des états de stress. Donc, tu vois, au final, on peut dire qu'avec ces deux périodes d'épuisement, j'ai balayé à peu près toutes les dimensions possibles. Ouais, moi vraiment, dans ce que tu dis, là où je me reconnais, c'est vraiment le dernier point, perte de sens, quoi. Moi, c'est vraiment, voilà, ça faisait partie de mes valeurs importantes pour moi. Et du coup, c'est vrai que, voilà, mois après mois, c'est là où je me disais, mais pourquoi je fais ça? Quel est l'intérêt? Et moi, je crois que c'est vraiment ce point-là où, au fur et à mesure, on se demande vraiment, mais pourquoi on est là, quoi. Et quand, en plus, il y a le stress avec les collègues, avec la charge de travail qui augmente, ça devient vraiment hyper difficile à gérer, mais très intéressant. Merci. Alors, bon, tu es tombée en burn-out et du coup, maintenant, on va parler un petit peu de qu'est-ce que tu as fait pour réussir à surmonter ça. Est-ce que tu as utilisé des techniques ou des activités spécifiques pour réussir à t'en remettre? Enfin, comment s'est passée ta convalescence? Je suppose que tu as déjà commencé par une grande période de repos. Tout à fait. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. Lâcher prise, se reposer. D'ailleurs, j'ai souvent lâché prise et accepter. Parce que c'est comme une phase de deuil. On a besoin d'un temps d'acceptation et de faire rien. Donc, de se reposer pleinement et surtout d'arrêter toute source de stress. Ça, c'est important parce que c'est souvent au début de l'arrêt de travail. Or, on n'est pas encore habitué au fait qu'on a le droit de rien faire chez soi. Donc, très souvent, alors moi à cette époque-là, mais beaucoup de personnes que je rencontre aujourd'hui, qui se retrouvent en arrêt de travail pour burn-out, ont du mal à lâcher parce que ils sont chez eux, leur corps est physiquement capable de se mettre debout, alors parfois quand même avec difficulté, mais en tout cas visuellement on voit pas de problème, contrairement à si on avait une jambe cassée ou autre. Et donc, ils se sentent coupables de rester à la maison à rien faire. Et en général, au début, ça marche pas. C'est-à-dire qu'ils restent en lien avec les projets au travail, ou alors ils se mettent à faire plein de trucs à la maison. Et ça, c'est vraiment le premier conseil. Lâcher prise, accepter, repos, faire rien. En tout cas, on choisit le mot qui nous convient, mais il faut poser les choses. Et ça, c'est important au début. Et en même temps, ça suffit pas. Parce que ce serait tellement simple si ça suffisait. C'est vrai. Et il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, ça a été mon cas. Je suis retournée au travail après, je sais plus si c'était 2 semaines, je crois, ou dans 1 semaine. Au bout d'1 semaine d'arrêt, je me dis, bon, là, c'est bon. T'as assez dormi, Astrid. 1 semaine pour se reposer, c'est beaucoup. Alors, c'était ma pensée de l'époque. Évidemment, en fait, c'est pas du tout suffisant. Mais si on croit que ce qu'il faut, c'est dormir, oui, dormir 1 semaine, on est plus fatigué. Sauf qu'en fait, c'est pas un problème de sommeil là. Alors, il peut y avoir des insomnies, mais c'est pas suffisant le repos pour remonter la pente d'un burn-out. Oui. Donc du coup, une fois que tu t'es bien reposé, qu'est-ce que tu as mis en place parce que je sais que moi, je suis passée, par exemple, par différents stades. Une fois que j'étais bien reposée, j'ai recommencé à mettre en place des choses pour le bien-être en général, comme par exemple aller marcher dehors, faire du yoga puisque c'est mon truc. Mais toi, du coup, est-ce que t'as mis comme ça une fois que t'as recommencé à avoir un petit peu d'énergie, on va dire un petit peu de pas motivation, mais voilà, juste simplement un peu plus d'énergie pour prendre soin de toi. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques que t'as mis en place? Oui, il y a plusieurs choses que j'ai mis en place. Et d'ailleurs, tu vois, maintenant, je le catégorise en 3 dimensions. Je l'explique dans mon livre parce que sur le coup, je sais pas toi comment tu t'es sentie, mais moi, je me suis sentie toute seule et sans guidance. C'est-à-dire que j'avais beau avoir un médecin, un psychologue, j'avais même vu un psychiatre. Alors que moi, je suis un peu ingénieure, je suis un peu carrée dans mes méthodes. J'avais pas de réponse carrée de qu'est-ce que j'étais censée faire pour aller mieux.
Donc, je le propose en 3 catégories pour que ce soit clair pour les personnes et c'est effectivement ce que j'ai fait pour moi. La première, elle est de prendre soin de son psychisme. On se retrouve dans des états émotionnels compliqués. On a vécu des choses difficiles avec le burn-out psychologiquement parlant. Donc, c'est une dimension. Alors après, on choisit la méthode qu'on veut. Hein. Est-ce que c'est une psychothérapie classique? Est-ce qu'on utilise l'art-thérapie parce qu'on est plutôt sur le dessin, le mouvement? Je dirais peu importe, mais il y a une part où on a besoin de s'occuper de ces blessures-là, ces blessures psychiques, celles du burn-out, puis toutes celles d'avant, en tant qu'à faire. Autant, comme en général émotionnellement, on est un peu sensible, il y a tout qui sort en même temps. C'est vrai. Donc il y a cette dimension-là. D'ailleurs, j'ai commencé par ça, je pense en premier. Ensuite, il y a toute une dimension dont tu as parlé, qui est de prendre soin de soi corporellement. Le corps, on l'a complètement oublié dans le burn-out parce que ceux qui s'écoutent bien, ils se rendent compte que ça va pas avant le mur. Donc, si on en arrive au burn-out, c'est qu'on s'est complètement déconnecté de notre corps. Alors, parfois, on faisait quand même du sport, mais pas en étant en écoute. Ouais. Donc c'est dans la compétition, dans le toujours plus, dans le voilà, ou dans avoir un transfert, ou faire parfaitement les positions. On peut faire du yoga avant, mais pas de la même façon qu'après. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est les sports que tu as mentionnés, marcher en nature, faire du yoga. C'est des choses douces, en tout cas. On se lance pas dans un challenge marathon dans 3 mois, quoi. C'est sûr que non. Que des choses douces, en lien avec notre corps et l'écoute du corps. D'ailleurs, dans cette dimension, on pourrait même tout ce qui nous ferait plaisir. Si on aime se faire masser, chouchouter, c'est le moment de le faire et d'avoir un lien avec. Ou si on a complètement oublié son alimentation, chouchouter son corps, c'est aussi se remettre à manger correctement, parce que parfois avec le stress, c'est devenu n'importe quoi, soit on mangeait plus du tout, soit n'importe quoi, soit trop. Donc en prendre soin, c'est ça aussi, mais sans injonction de beauté, hein. C'est vraiment dans le but de perfection, quoi. Vraiment, voilà. mode bienveillant, quoi. Qu'est-ce qui me ferait du bien? Une tomate du jardin, bon, je dis ça parce que j'en ai, c'est super bon. Je valide, oui. Je suis bien d'accord avec toi. Et la dernière dimension, elle est liée... ah oui, d'ailleurs, dans cette partie corps, il y a aussi tous les outils pour apprendre à l'écouter. Dans le yoga, il y a des dimensions plus méditatives, par exemple, où on apprend à ressentir son corps. Et si on ne sait pas le faire avant, c'est vraiment important d'apprendre à le faire, que ce soit à travers le yoga, la méditation, la sophrologie ou la cohérence cardiaque, peu importe, il y en a une infinité, mais c'est important d'apprendre à le faire. Et la dernière, c'est une dimension qui est liée au plaisir. Renouer avec des émotions positives et avec le plaisir. Donc, alors ça peut être simplement s'offrir quelque chose qui nous fait plaisir, faire de la peinture, faire du modelage, lire des choses qui nous plaisent, aller au cinéma. Mais petit à petit, renouer avec ses émotions parce qu'on est passé dans un gouffre qui est très difficile, surtout encore pire souvent juste après l'arrêt, là, dans cette période que j'appelle la décompression. Et pour avoir de l'énergie, il faut renouer avec le plaisir. Ça nous donne de l'énergie d'être bien. Et donc, trouver des choses qui nous font plaisir, ça fait partie des choses dont on a besoin pour remonter la pente du burn-out. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui te faisait plaisir, du coup? Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Quand j'étais enceinte, j'allais à des cours de peinture, mais qui étaient le mardi matin. Donc évidemment, quand je travaillais, je pouvais plus du tout y aller. Là, j'y suis retournée. Tu vois, donc j'y suis retournée. Je te parlais des massages. J'ai testé plein de masseuses différentes, découvert plein de techniques et ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis remise au yoga, au Nidra Yoga aussi, pour être vraiment détendue et pouvoir lâcher prise et puis écouter mon corps. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Marcher en nature. Je me suis acheté des magazines un peu feel good qui me faisaient du bien. Lire, j'avais plus le temps. En fait, j'aime beaucoup lire des romans. Alors lire, il faut pas se mettre des objectifs, hein. C'est vraiment des choses qui nous font du bien. Et j'aime ça, mais j'avais plus le temps puisque j'étais complètement débordée. Juste reprendre un roman, ça me faisait du bien. Voici des exemples. C'est très bien, merci.
Généralement, quand on est un peu stressé, quand on parle un peu du burn-out autour de nous, parfois les gens ne comprennent pas. Et est-ce que toi, alors tu n'es pas obligé de répondre, mais quels ont été les pires conseils qu'on t'a donnés pour surmonter le burn-out? Les pires conseils. Je sais pas si c'est les pires, mais je vais commencer par ce que j'ai entendu qui n'a pas marché. On va dire ça comme ça. Ça va me venir petit à petit. Donc, je vais aller dans l'ordre. Donc, le premier conseil, mais qui est en fait un bon conseil, mais qui marche pas parce qu'on a du mal à le comprendre, c'est prenez soin de vous, reposez-vous. Sauf qu'en fait, c'est une injonction et qu'on ne sait pas comment faire. Donc, c'était pas un mauvais conseil, c'est un bon conseil, sauf que c'est trop creux. Il nous faut des exemples, il faut savoir ce qu'il y a derrière. Il y a donc ce fameux, c'est parce que tu es trop impliqué. Essaye de faire moins bien. Mais alors, travailler mal, c'est juste horrible, en fait. Enfin, ouais, on est d'accord. Le pire, c'est que j'ai essayé. Alors, pas de faire exprès de travailler mal, mais juste de lâcher prise sur des choses qui n'étaient pas bien faites, mais qui venaient toucher mes valeurs. C'est là que, du coup, je me suis rendu compte que l'aspect valeur, en fait, il était important. Ouais. Et donc, être moins perfectionniste, oui, mais faire mal des choses importantes pour nous, non. Ça, en fait, ça nous mène à la dépression. On peut pas continuer dans cet état-là. Donc ça marche pas. J'ai aussi entendu, ah non, pas toi aussi. C'est sympathique, ça. En fait, c'est qu'il y a un problème dans le système. Si moi aussi, ça suppose qu'il y en a d'autres. Et donc, il y a des gens, parce que ça leur fait peur. Parce qu'ils se disent, ah ben non, si tout le monde nous lâche, oui, mais en fait, il faut gérer le problème du système plutôt qu'essayer de retenir coûte que coûte des personnes. Il y a aussi, dans ce sens-là, ça peut être des proches qui ont peur, tu vas pas être hypocondriaque. En fait, oui, on a vraiment beaucoup de problèmes qui s'accumulent et c'est bizarre. Et on n'est pas hypocondriaque. Au contraire, en général, les gens qui vont faire un burn-out, ils ont plutôt tendance à avoir un seuil d'alerte qui est bien trop élevé et pas assez sensible. Donc, donc, ça paraît bizarre, mais oui, tout le corps peut se détraquer en même temps. On peut à la fois avoir un problème au cœur, un problème de vue, plus pouvoir marcher. Et puis c'est surtout que c'est des signaux généralement qui se voient pas physiquement, quoi. Comme tu parlais tout à l'heure, si je me casse la jambe, oui, on voit que je suis dans le plâtre, donc forcément je suis malade. Mais par contre, je fais un burn-out, c'est des signaux plus subtils, on va dire, et ça se voit pas. Donc forcément, quand on fond en larmes sans raison, c'est bon, arrête de pleurer, y a rien de grave. Exactement. Arrête de pleurer, c'est pas si grave. Alors ça, c'est pas forcément moi qui l'ai entendu, mais des gens que j'ai accompagnés à qui on disait ça, ou t'inquiète pas, quand tu vas y retourner, ils auront changé. Non, il n'y a aucune raison que les autres aient changé, à moins qu'on ait fait un travail spécifique avec les autres. Ouais. Ça c'est complètement illusoire et la personne, il y a une part, même si elle a envie de l'entendre, il y a une part d'elle qui se dit bien que non, les autres n'auront pas changé, ou rien n'aura, voilà. Ou encore, ce qu'on peut entendre qui marche pas du tout, c'était pas mon cas, mais t'inquiète pas, je vais te faire un petit cocktail énergétique et tu vas tenir le coup. En fait, non. Si on est dans un système toxique, tenir le coup n'est pas une solution. Ce qui est une solution, et on peut ne pas être en arrêt si on aborde les problèmes du système. Alors, quand c'est un problème de valeur, comme tu l'as mentionné, c'est plus difficile parce que si le système ne nous convient pas tel qu'il est, bien souvent, l'issue, c'est d'aller ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est intrinsèque. Donc, on peut pas dire, ça me convient pas, changer. Non. Voilà, moi, j'étais dans le commerce avec un grand C. Bon, le truc du commerce, c'est de vendre des choses aux gens, quoi. Si t'es pas d'accord avec ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, voilà. Ou quand on est enseignant et qu'on supporte plus de voir les enfants, bon. Oui. Alors, on n'est pas obligé de démissionner de l'éducation nationale, mais en tout cas, les postes avec 25 enfants, c'est probablement pas possible. Mais parfois, il y a des choses qui peuvent changer dans l'environnement. Si on est en surcharge, ça peut changer. Parfois, non. Mais parfois, il suffit d'une discussion pour rééquilibrer mieux les charges ou pour embaucher quelqu'un. Mais il faut avoir ces discussions courageuses pour espérer que quelque chose change. Oui. Je sais pas si ça répond à ta question, je t'ai dit ça de façon...
assez spontané. Ta réponse. Et du coup, alors, quels sont les meilleurs conseils que tu as entendus? Qui te les a donnés? Est-ce que c'est le milieu médical ou des proches? Et toi, du coup, quels sont les conseils que tu donnes en priorité quand tu fais des coachings ou avec les gens? Ouais, donc j'en ai pas eu beaucoup des conseils puisque justement j'avais envie d'une approche pragmatique et bon, il y en avait pas trop dans les personnes qui m'entouraient. Euh, Peut-être malgré tout, du coup, ce qui a quand même été le plus utile, c'est quand ma psychologue m'a dit, mais qu'est-ce qui vous fait plaisir vraiment? Et que je me suis rendu compte que je savais pas. Donc ça a vraiment été une prise de conscience de me dire, bah oui, en fait, je peux pas, j'ai besoin de répondre à cette question pour aller mieux. Même si la réponse c'est faire de la peinture et qu'on a l'impression que ça n'a rien à voir avec le pro, ça commençait par là pour moi le changement de regard sur moi et le travail. Parce que quand j'ai fait mes choix pro, je m'étais pas demandé ce qui me faisait plaisir. Je m'étais demandé quelle carrière je voulais avoir, comment faire pour l'avoir, mais pas quand est-ce que je prends du plaisir ou c'était pas des questions que je me posais. Donc je dirais que celle-ci, elle a été vraiment intéressante pour moi. Euh, et je pense qu'ensuite, c'est plutôt quand j'ai fait du coaching, parce que c'est quand même un peu le travail du coach de nous poser des questions intéressantes, que j'ai commencé à me demander à quoi est-ce que je voulais contribuer. Donc, la première dimension, c'est qu'est-ce qui me fait plaisir, mais après, c'est si ma vie a un sens, ben, qu'est-ce que c'est? Si j'ai envie parce que quelque part, le travail, c'est notre contribution au monde. Donc, soit on se dit, ben, c'est un devoir. Donc, ça, c'était la dimension 1 dans laquelle j'étais. Bon, on finit épuisé potentiellement. Soit on se dit, ben, en fait, ma vie, elle a de la valeur puisque quelque part, j'ai presque failli mourir avec ce burn-out. Donc, si c'est un cadeau que je fais de dédier mon temps, mon énergie et potentiellement de me mettre en danger pour un sujet, ben, pour quel sujet est-ce que j'ai envie que ce soit? Et à partir de là, j'ai complètement changé mon rapport au travail et, et ma vie, du coup. C'est ça qui a transformé ma vie, ce type de questions-là. Et du coup, toi, tu as suivi quelqu'un, enfin, tu as fait un coaching, ce que tu dis, ou c'est quand toi, tu as décidé de coacher? Non, j'en ai fait avant. Alors, déjà, moi, j'en avais en entreprise parce que j'étais dans une grande entreprise et j'avais la chance d'avoir du coaching professionnel. Tout ce que j'avais vécu avant le burn-out, il était plutôt orienté performance. Ouais. Mais parce que ma demande était dans ce sens-là, tout simplement. Hein, le coach, il nous accompagne à atteindre notre objectif. Donc, ça dépend de ce qu'on a défini comme objectif. Et donc, après le burn-out, ben, j'ai commencé à changer mes objectifs. Et donc, à la fois, j'avais un accompagnement en entreprise avec une coach professionnelle et à la fois, j'avais aussi un accompagnement personnel. Notamment, j'ai découvert à ce moment-là Christine Levicki. Et d'ailleurs, c'était c'était grâce à son livre. Elle a écrit un livre qui s'appelle J'arrête de râler. Le nom me parle, je l'ai pas lu, mais je crois qu'il est dans ma wishlist Amazon. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est quand moi j'étais revenue au travail, j'étais encore prise dans cette idée que j'en avais donné trop, il fallait que je m'investisse moins et que j'apprenne à dire non. C'est ce que j'avais compris un peu de mon accompagnement plutôt psychothérapeutique. Et donc, en fait, j'étais en train de râler tout le temps. Puisque le système dysfonctionnait, j'arrêtais pas de pointer tous les dysfonctionnements. Sauf que moi, je suis quelqu'un de profondément positif et enjoué. Et donc, c'était berk, quoi. J'avais plus envie de cette vie-là. C'est pour ça que j'avais acheté ce livre en me disant, bah oui, moi, je veux pas que toute ma vie, qui était encore vachement longue, ce soit en train de râler, de dire non aux gens parce qu'ils abusaient, quoi. Ouais. Donc, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et puis, sur un coup de tête, il y avait un séminaire près de chez moi. Je me suis dit, allez, allons-y. Et c'était axé plus développement personnel, donc moins professionnel, mais plus, moi, qui je veux être, etc. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dedans. Puis après, une fois que j'ai compris que me préoccuper de ce qui était important pour moi dans la vie et de le faire arriver, mais c'était 1000 fois plus important que une carrière, une image sociale ou un salaire. Du coup, j'ai mis le pied, puis depuis, j'en ai régulièrement. Même aujourd'hui, je suis coach professionnel, mais
dès que j'ai un besoin, une question, je n'hésite pas à me faire accompagner. C'est vraiment un investissement pour soi et en soi que je trouve aujourd'hui bien plus essentiel que n'importe quoi de matériel autour de moi. Non, mais c'est vrai que les gens, c'est intéressant ce que tu dis, parce que les gens qui n'ont jamais fait de coaching se disent tout le temps, ouais, qu'est-ce qu'il va te dire? De toute façon, tu peux le résoudre tout seul, ton problème. Enfin, je sais, parce que au début, moi, j'avais envie de me faire coacher, pas pour ça, pour d'autres problématiques. Et on m'avait dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il va te dire? C'est bon, tu peux y arriver tout seul. Mais en fait, c'est vrai que moi, je trouve ça aussi hyper intéressant dès qu'on a une problématique, c'est justement nous faire prendre du recul de l'autre, enfin, le coach va réussir à voir ce que nous, on ne voit pas, justement, ou va nous faire prendre conscience de, attention, là, tu vois ce que tu dis ou tu vois ce que tu fais, c'est pas vraiment raccord avec, voilà, avec tes actions de tous les jours, donc peut-être qu'il y a quelque chose à creuser, et c'est vrai que d'avoir ce recul, moi aussi, se faire coacher, je trouve ça hyper intéressant. J'ai déjà fait plusieurs coachings, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Une fois qu'on a une problématique et qu'on n'arrive pas à s'en dépatouiller seul, bah, d'avoir le regard extérieur de quelqu'un pour se faire aider, c'est quand même hyper important, quoi. Et puis en plus, ça ouvre le champ des possibles. Enfin, comme tu disais, moi, j'ai l'impression quand même que la partie, une fois qu'on a fait un burn-out, la partie développement personnel est quand même, enfin, super importante, quoi. Parce que des fois, je sais pas, parce que moi, j'étais un peu dans le développement personnel avant de faire mon burn-out. Donc, c'est pour ça aussi que je pense que j'ai essayé de trouver des astuces pour durer plus longtemps et que j'ai fait traîner. Mais les gens qui sont pas du tout dans cet état d'esprit avant le burn-out, ben, je trouve qu'après, on peut plus faire ça, en fait. Parce qu'on est obligé. Oui, on est obligé de travailler sur soi, justement, pour savoir ce qu'on veut, pour savoir pourquoi. C'est hyper important de comprendre, en fait, pourquoi tout ça est arrivé et justement, comment ne pas retomber dans ses travers. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que de travailler sur soi, puisque, comme tu disais, tout ce qui est environnemental, des fois, on peut pas contrôler. Et si on peut pas contrôler, on peut pas travailler dessus, forcément. Voilà. Et puis, la vraie vie, même si on change d'environnement, c'est pas le pays des bisounours non plus. Donc, et même si c'est le pays des bisounours, il y a encore l'environnement plus loin. On a vécu la crise Covid. Je pense que personne n'aurait imaginé qu'un jour on nous demanderait de rester chez nous ou que. Donc, oui, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Par contre, ce qu'on peut gérer, c'est nous-mêmes. Quelle capacité de résilience on a? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui sont dures pour nous, plus que pour d'autres? Et ça, c'est ce sur quoi on peut travailler pour petit à petit mieux traverser la vie. Alors, du coup, tu as un petit peu répondu, mais comment cette expérience a changé ta vision du travail, de la vie en général, et quelles leçons tu en as tirées, toi, personnellement, voilà, sur ta vie de tous les jours et au travail aussi, puisque j'ai cru comprendre que c'est suite à ton deuxième burn-out que tu as décidé de changer de voie professionnelle. Exactement, de devenir indépendante. Du coup, j'ai écouté la fin. Le début de ta question, c'était comment cette expérience a changé ta vision du travail et de la vie en général? Oui. Donc, sur la partie travail, effectivement, c'est ce dont on a parlé juste avant. Je vois vraiment le travail aujourd'hui comme un espace d'épanouissement et de contribution. Donc, d'épanouissement pour moi, pour grandir, parce que ça fait partie de mes valeurs. Ça peut être différent pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, continuer d'apprendre. Donc, certes, j'aime me donner des challenges. Donc, ça, je continue à me lancer des objectifs. Mais je veille à ce que ces objectifs soient parce que j'ai envie d'apprendre quelque chose ou de vivre quelque chose à travers ça et non pas pour le regard de la société ou une reconnaissance externe. Donc ça a vraiment changé. Ce qui a aussi vraiment changé, c'est que aujourd'hui, à chaque moment, je me demande ce que je veux et ce qui est important pour moi. Par exemple, aujourd'hui, j'ai des enfants qui sont au primaire et au collège. Ils sont encore jeunes, c'est plus des bébés.
mais ils ont encore besoin d'une maman. Alors, besoin, chacun fait ses choix, hein, mais moi, j'ai envie de passer ce temps-là avec eux. Donc, aujourd'hui, dans mon temps d'indépendante, ben, je garde des créneaux horaires où eux sont disponibles et réveillés au milieu de mon agenda. Donc, j'ai un agenda qui est qui pourrait sembler déstructuré vis-à-vis d'un agenda classique de salarié qui ferait 9h, 18h ou 19h sans s'arrêter. Eh bien, moi, je vais mettre des trous au milieu parce qu'en fait, mes enfants, c'est pas à 19h ou 20h qu'ils sont vraiment dispo. Ben, en fait, c'est à 17h quand ils sortent de l'école. Et que si, par contre, je me remets à travailler à 20h quand eux, ils sont en train de lire dans leur chambre, ben, en fait, ils en ont rien à faire que je sois pas disponible. Donc, oser changer le système, on va dire, professionnel dans lequel je suis pour l'adapter à ce que j'ai envie de vivre, ben ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai changé dans mon rapport au travail. Alors, bien sûr, c'est plus facile quand on est indépendant, quand on est salarié. Mais ça fait partie. Du coup, est-ce que c'est pour ça que tu as choisi la voie indépendante? C'est pas la raison unique, mais ça fait partie de ces raisons-là. Une autre des raisons, c'est que parce que être aligné avec mes valeurs, c'était essentiel, je voulais pouvoir choisir mes clients et ma façon de travailler. Et donc, bah, quand on est indépendant, on est libre de dire oui ou non à quelque chose qui nous convient et qui nous convient pas. On se retrouve pas coincé par une obligation de le faire. Alors, pour peu qu'on ait lâché le rapport de stress à l'argent, hein, parce que des chefs d'entreprise qui s'obligent à faire des choses qu'ils veulent pas ou contre leurs valeurs, il y en a plein. On est bien d'accord. Ouais. Donc, ça nécessite un travail sur soi, tout ça. Mon rapport à l'argent a complètement changé. Donc, je t'en parlais avec cette idée d'investir. Et au niveau de ce que je décide d'en faire, vraiment avec cette idée que ce que l'on choisit, ce sur quoi on choisit d'investir, donc là où on choisit de dépenser notre argent, grandit dans le monde. Donc, quand j'achète que ce soit un produit ou quelque chose d'immatériel, j'ai cette conscience aujourd'hui que je fais grandir ça dans le monde. Mm. Et donc, je suis moins en train de me demander est-ce que c'est cher ou pas cher ou est-ce que je fais une bonne affaire. Parce que même si je fais pas une bonne affaire, mais que je veux que cette chose soit plus présente, je reprends l'idée des tomates de mon jardin, je les achète pas, mais si je vais chez un producteur que j'aime bien, je me fiche du prix au kilo. C'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est que je veux qu'il prospère. Par exemple. Et pareil sur ce que j'investis pour moi. Le fait d'investir ou pas, c'est l'énergie que je mets. Et donc, si je veux moi grandir, ben, ça veut dire que je dédie une part de cet argent au fait que je puisse effectivement grandir. Ce rapport, il a changé sur les peurs aussi. J'avais beaucoup de peur, hein, de stress, de manque, de stress, de manque d'argent. Et souvent, on se retrouve coincé dans un travail sécurisant quand on a des peurs liées à l'argent. Ouais. Voilà. Donc, devenir entrepreneur, ben là, ça m'a permis de bien travailler. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Alors, comme je l'ai dit peut-être ou pas, en tout cas j'en ai parlé sur mon blog, moi je suis une fan des routines en tout genre parce que pour moi ça m'aide à m'ancrer, ça m'aide à justement me forcer entre guillemets à prendre du temps pour moi. Et je sais que voilà, j'ai ma petite routine du matin, j'ai ma petite routine du soir. Est-ce que toi t'aimes les routines et si oui, quelles sont-elles? Pour prendre soin de toi et pour mieux gérer ton stress au quotidien, en fait. Oui, je trouve que les routines, ça nous permet de se mettre dans une régularité de choses qui nous font du bien. Donc d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as vu, hein, mais sur mon blog, je propose un challenge qui s'appelle 21 jours pour prendre soin de soi, dans le but de prendre l'habitude de prendre soin de soi tous les jours, et avec des petites actions et avec des grandes actions. Par contre, là, tu vois, c'est pas toujours la même action, mais il pourrait y avoir des gens qui se disent, moi, ce qui me fait du bien, c'est mon temps salutation au soleil tous les matins. Et comme quand on se brosse les dents tous les matins, on se pose même pas la question, on peut être à moitié endormi, on sait qu'on se brosse les dents. Et de la même façon, quand c'est une routine, l'avantage, c'est que c'est facile, ça demande pas un effort. Alors que si un matin on se lève et qu'on se dit ce matin qu'est-ce que je vais faire, bon déjà à tous les coups on a raté, le matin est passé et puis on a oublié. Donc c'est ça. Donc oui, j'aime bien les routines pour cette raison-là.
Pour autant, moi, je suis plutôt hyper souple. Donc, tu vois, comme je te l'ai dit pour les 21 jours, pour moi, c'est pas tout le temps la même chose. C'est plutôt C'est étrange vu le côté scientifique, ouais, carré. ouais. Ça, c'est un des paradoxes. C'est qu'à la fois, je suis carrée, mais à la fois, je suis très souple, d'ailleurs, dans ma tête et dans mon corps aussi. C'est le yoga, ça. Je sais pas s'ils sont liés, mais donc du coup, c'est pas forcément la même chose. Et une des choses que je fais régulièrement, c'est par exemple un temps de méditation avant de travailler. Mais est-ce que ce temps de méditation, alors ou de centrage sur sur soi, est-ce que c'est une méditation de vide? Est-ce que c'est une méditation guidée? Est-ce que c'est un chant ou des respirations type pranayama ou de la danse, mais d'une danse introspective, pas une danse chorégraphiée, hein? Ben ça, peu importe. Et c'est en fonction de l'énergie du moment. Mais j'ai l'habitude, moi, maintenant. Enfin, donc ça me coûte pas d'énergie de réflexion. C'est-à-dire que je sais que je suis devant, je me suis fait un coin. Donc par contre, voilà, dans les rituels, j'ai organisé l'espace. Je sais que j'ai un coussin de méditation, un petit hôtel avec des tableaux de visualisation, et j'ai une chambre qui est mon bureau, où je suis pas dérangée. Parce que si je me mets à danser dans le salon, bon, il faut se dire, allez, qu'est-ce qui se passe, Paul? Ou et je sais que j'ai un espace-temps, donc un espace-lieu et un espace-temps dédié à me centrer sur moi. Après, la façon dont c'est fait, ça dépend du besoin du moment. Donc ça fait partie des choses que je fais. Marcher en nature, ça fait partie des choses que je fais régulièrement. Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai plus avant, je me mettais une obligation pour que ça devienne une habitude. Et maintenant, j'ai plus besoin que ce soit une obligation. Voilà, c'est comme ça. Parce que je sais le faire spontanément et aussi parce que comme je suis indépendante dans mon travail, j'inclus du walking coaching, c'est-à-dire qu'en fait je travaille dehors en marchant avec mes clients. Donc je suis plus obligée de l'ajouter dans l'agenda. Quelque part il y est déjà. Mais ça fait partie des choses que j'ai ajoutées au départ, marcher en nature. Je pense qu'on tourne autour de ça, autour des routines. Et sinon, dans les routines que j'ai d'organisation, je suis passée au bullet journal. Donc, c'est un cahier vierge qu'on organise comme on veut. Et donc là, pour le coup, j'ai une organisation qui est tout le temps la même parce que s'il fallait que je change d'orga, je serais perdue. Mais ça me permet de fixer mes fameuses priorités. Qu'est-ce que je veux pour moi? Où est-ce que j'ai envie d'être? De façon à centrer mes actions. Ouais, le bullet journal, moi aussi, je l'utilise depuis, je crois, plus de 5 ans. Et c'est vraiment magique, ce truc. Ben, je mettrai des liens parce que j'en ai parlé sur mon blog aussi. Je m'en sers tous les jours. Et franchement, c'est pour moi, ben voilà, c'est un autre super outil de développement personnel qui permet de se dire, voilà, comme tu dis, quelle action je veux faire. Dans 3 mois, qu'est-ce que je veux faire? Enfin, ça permet vraiment de se projeter à plus ou moins long terme, de poser des actions, de faire ces actions. Pour autant, il faut faire attention à pas non plus surcharger sa to-do list parce que ça, j'ai eu tendance à le faire aussi, un petit piège. Mais une fois qu'on a compris, ça va. Et aussi, moi, je m'en sers pour me dire, allez, tous les jours, je me fais un petit peu un petit câlin virtuel en me disant, voilà, aujourd'hui, je suis fière de moi parce que j'ai fait ça. Aujourd'hui, je suis reconnaissante de ma journée parce qu'il s'est passé ça. Alors, ça peut être des trucs par rapport au travail ou par rapport à la vie perso, ça dépend de l'humeur. Mais c'est vrai que le bullet journal, moi, je recommande à 100% de faire ça. Et tu as raison, dedans, j'inclus exactement comme tu le dis, et c'est important des moments de gratitude, célébration, fierté. Et dans les rituels, si on s'habitue à le faire régulièrement, du coup, ça devient facile. Et l'espace, ça peut être le bullet journal qui est prêt. Et on n'a plus qu'à remplir les cases, c'est facile, quoi. Ouais. Des trackers aussi, peut-être t'en as déjà parlé, mais justement, si on se met dans des rituels, on peut se créer un tracker. Et à un moment, je faisais ça avec la méditation. Je coloriais. J'avais fait une fille qui médite sur des petits coussins. J'avais mis 30 coussins pour le mois et je coloriais chaque petit coussin quand j'avais fait une méditation. Ouais, c'est vrai que j'en suis servi aussi des trackers, notamment à un moment donné. Justement, oui, ça peut être intéressant aussi. Quand moi, j'ai commencé
après quand je commençais à aller mieux sur le burn-out, mais que je voulais commencer peut-être à shifter mon activité professionnelle, pour pas trop me surcharger aussi, je faisais un tracker de temps où tu vois, où j'avais bien mis, ok, je dors de telle heure enfin, pas je dors de telle heure à telle heure, mais bon, cette nuit, j'ai dormi 8 heures ou 10 heures ou 3 heures. Là, ok, là, c'est sûr, j'ai un temps de loisirs. Mes loisirs aujourd'hui, ça m'a pris 2 heures, donc c'est bien. Et le travail, j'ai travaillé 4 heures ou 8 heures. Mais ça me permettait de voir si à un moment donné, je commençais à ressentir du stress. Ok, là, t'as trop travaillé ou là, t'as pas assez dormi. Il faut que tu fasses quelque chose parce que tu vois bien que ou le lendemain, t'es pas bien ou voilà, ce tracker de temps. Bon, maintenant, je le fais plus parce que je me connais mieux, donc forcément, je sais. Mais au début, ouais, c'était assez utile de faire ça. Ça me donnait une indication sur mon état psychique, quoi. Mais donc, du coup, tu vois, ce que tu dis, ça correspond à ce que j'ai vécu aussi. C'est-à-dire qu'au départ, avoir des rituels carrés, des trackers, bah, ça nous aide à prendre l'habitude. Et puis, quand c'est ancré dans notre vie, on n'a plus besoin de s'obliger ou de mettre un tracker parce qu'on le fait spontanément, quoi. Parce qu'on le sait, ouais. Très bien. Ah oui, j'ai oublié de poser cette question, mais tu as un peu évoqué le sujet tout à l'heure. Est-ce que tu penses que tout le monde peut être sujet au burn-out ou il y a des prédispositions oui, bah voilà, c'est ce que tu dis. En fait, il y a des prédispositions chez certaines personnes, le perfectionnisme. Le perfectionniste, le gentil, qui pense d'abord aux autres et qui s'oublie lui-même. Le fort, qui n'ose pas demander de l'aide. Ou qui se dit, on va penser que je suis pas compétent si je dis que j'y arrive pas ou si je dis non à un objectif ou autre. On trouve aussi dans les personnes qui vivent des burn-out les profils atypiques. Parce que donc les profils atypiques, c'est les gens hypersensibles ou HPI, et puis après il y a plein de façons de les redisséquer, mais donc c'est pour ça que je vais dire atypique en général, parce que s'adapter à la société, ça prend déjà de l'énergie. Et donc, on se retrouve plus à risque que d'autres. Alors, il y a plein de raisons, hein, d'ailleurs, je les explique dans mon livre, mais ça, c'est la première. Si on regroupait le point commun de tous les atypismes, ce serait celui de l'adaptation. Mais donc, tu es plutôt d'accord pour dire qu'il y a quand même des profils. Il y a des profils plus à risque, mais toutes les hommes, les femmes, les jeunes, les personnes plus âgées, tout type de métier. Parfois, on pense, d'ailleurs, tu fais du yoga, et je me rappelle, il y a l'interview sur mon blog d'une professeure de yoga, et on lui disait, mais est-ce qu'un prof de yoga peut faire un burn-out? En fait, oui. Oui, j'ai une prof de danse d'ailleurs qui m'a appelée suite à cet article. Il m'a dit, merci pour cet article, parce que mon médecin m'avait dit que comme je faisais de la danse, comme j'étais prof de danse, je pouvais pas faire de burn-out. Si, on peut même faire un burn-out dans des actions bénévoles, associatives. Donc c'est vrai qu'on dit que c'est professionnel, mais ça veut pas forcément dire qu'on est payé pour ça. C'est un investissement, un engagement envers la société. C'est ça qui compte en fait, quelle que soit la rémunération ou pas qu'on a derrière d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Eh bien, et du coup, j'ai une dernière petite question pour clôturer cette interview. Est-ce que tu as des ressources particulières à partager, des ressources qui ont changé ta vie, peut-être des livres à conseiller, une citation préférée, des petits coups de cœur du moment, voilà, un peu culturels, des documentaires, je sais pas, est-ce que tu as des choses à nous conseiller, d'aller voir, d'aller lire Alors, je vais la jouer facile. Je vous recommande mon livre. Non, je rigole pas. J'ai vraiment écrit ce que j'aurais voulu lire. Je fais une petite étoile, mais pour rencontrer pas mal de gens aussi qui ont fait un burn-out, qui ont lu ce livre. Ce livre a des critiques excellentes et il aide des milliers de personnes. Donc, merci. Si tu ne l'avais pas recommandé, je l'aurais fait de toute façon. En tout cas, voilà, j'ai vraiment voulu écrire quelque chose de pragmatique pour que ce soit facile à lire et à la fois qui permet de comprendre. Voilà, si les personnes sont en recherche de comprendre qu'est-ce qui se passe quand je vis un burn-out et qu'est-ce que je peux faire concrètement, c'est vraiment ça les deux axes, comprendre et qu'est-ce que je peux faire concrètement. C'est vraiment l'intention
que j'avais en écrivant ce livre. Et sinon, tu vois, tu parlais d'une citation ou autre. Moi, vraiment, l'intention que je propose aux personnes qui le vivent, c'est de se dire que c'est une opportunité et qu'elles ont exactement tout ce qu'il leur faut pour transformer ce vécu qui est peut-être douloureux en quelque chose de bon et d'utile pour elles et pour les autres. Cette pensée qu'il y a quelque chose de bon qui va en sortir et qu'elles ont la capacité de le faire, c'est vraiment pour moi le point clé de la résilience, le point sur lequel on peut s'appuyer. Après, en termes d'outils, bon d'ailleurs là je vous ai parlé de mon livre, mais en fait peu importe, il en existe d'autres, il existe peut-être des vidéos sur YouTube ou autres, et chacun trouvera un peu l'axe qui lui correspond. Et du coup, comme je suis coach professionnel, moi ce que j'inviterais les personnes à faire, plutôt que de suivre les conseils des autres, y compris les miens, c'est de se mettre en marche. Je crois que ça c'est le deuxième point important, c'est le fait d'aller chercher des informations, d'aller se demander est-ce que moi ça me convient, plutôt que de faire parce que quelqu'un nous a dit. Je pense que ça c'est une démarche qui est à la fois vraiment efficace parce que c'est comme ça qu'on trouve ce qui nous convient à nous et ce sera différent de ce qui convient à d'autres, et à la fois apprenante pour ces fameux aléas dont on a parlé, parce que ça permet de se dire en fait j'ai été en capacité par moi-même de trouver des solutions. Donc, quoi qu'il arrive plus tard, je sais que je serai en capacité de rebondir. Très bien. Eh bien, super. Sur ces belles dernières paroles, en tout cas, je te remercie pour cette interview. J'ai appris plein de choses, donc vraiment merci. N'hésitez pas donc à suivre Astrid. Donc deux blogs pour Astrid. Il y a partagetonburnout.com et astridlefur.com. Oui, c'est ça. Donc, le blog, c'est Partage ton burnout. Bon, c'est .fr, mais je pense qu'on arrive au même endroit. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est vraiment le blog où on trouve des articles sur le sujet du burn-out, donc des articles d'explication, des témoignages. Souvent, ça fait du bien de lire l'histoire des autres, savoir comment ils s'en sont sortis. Et des articles, justement, comme tu venais de le mentionner, sur des outils pour aller mieux, donc sur le yoga, par exemple, ou autre. On t'y retrouve dedans, dans ces articles? Oui. Tu pourras remettre le lien si tu veux. Et mon site astridlefur.com, c'est plutôt un site pour les accompagnements. Donc, soit pour il y a une dimension particulière. Donc, si c'est vous qui êtes concerné ou un proche. Et puis, il y a une dimension entreprise. Si vous avez envie que dans votre entreprise, il y ait une action qui soit faite, c'est possible. Il y a des conférences qui sont proposées. Donc, ça, c'est ce qu'on trouve sur le site astridlefur.com. C'est plus orienté accompagnement. Ok. Et on te retrouve aussi sur Instagram. C'est Astrid de Partage ton Burnout. Et sur Facebook, ça doit être la page Partage ton Burnout. Et puis sinon, il y a un groupe Facebook Burnout, le comprendre, le prévenir, rebondir. Où là, vous êtes avec d'autres personnes qui sont comme vous en prise, on pourrait dire, avec l'épuisement professionnel. Une chaîne YouTube, peut-être? Il y a une chaîne YouTube, mais elle est liée au blog. C'est plutôt quand il y a un article et qu'il y a une vidéo dans l'article, mais elle est pas aussi active que le blog. Ok. Et tu as des événements peut-être à venir? J'ai vu que la dernière fois, il y a un petit moment déjà, avant cet été, tu avais fait une séance de dédicace ou... Oui, donc avec la rentrée, il y a plein de séances dédicaces qui arrivent. Alors, je peux partager les premières qui sont en septembre, puis sinon, si tu veux, je t'enverrai la liste. La toute première, elle est à Poitiers. Elle est le dimanche 24 septembre. Et la suivante, elle est juste après à Paris, le 28 septembre, au Salon Zen de Paris. Donc, c'est une conférence qui est à 16h. Après, si tu veux, Marlène, je t'enverrai un lien, tout simplement, puisque ça permet d'avoir une entrée gratuite quand on apprend en avance. Donc, ça fait toujours plaisir, que ce soit pour me voir moi ou pour avoir plein d'autres idées zen pour se faire du bien. Ouais, envoie-moi le lien. Je mettrai donc les dates que tu m'enverras sur l'article de blog qui récapitulera tout ça. En tout cas, merci beaucoup. C'était très agréable ce petit entretien. Vous pouvez retrouver donc cette interview sur YouTube, sur Apple, non pas Spotify, sur Deezer. Et je vous dis merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup, Hélène.
Merci à tous d'avoir regardé cette interview jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Si vous avez envie que j'interviewe des personnes en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et je ferai le maximum pour essayer de répondre à vos attentes. Si le stress est quelque chose qui vous ronge la vie au quotidien, j'ai écrit spécialement à ce sujet un e-book qui vous propose de mieux maîtriser votre stress en seulement 15 minutes par jour. Pour le retrouver, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien en description. C'est directement en téléchargement gratuit sur mon site internet. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Ciao!